Cette nouvelle présidence de Lula, on en parle ce matin avec l'invité de Paris Direct. Et cet invité c'est vous, Anaïs Fléché. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historienne spécialiste du Brésil, maître de conférences en histoire contemporaine à l'Institut d'études culturelles et internationales et au Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines. Vous avez notamment signé « Comprendre la crise au Brésil » aux éditions de la Maison des sciences de l'homme. Il y a 5 ans, peu de gens imaginaient cette image de Lula qu'on va peut-être voir, cette investiture, il y a quelques heures seulement. Parce qu'il y a 5 ans, il était condamné à 12 ans de prison pour corruption. On ne va pas refaire tout un résumé de l'histoire de ces 5 dernières années, mais comment est-il parvenu à renaître de la sorte ? Oui, c'est une image forte que de voir Lula revenir au pouvoir. Lula, c'est un monstre politique et c'est vraiment l'incarnation du comeback en politique. On sait il a été élu, là, c'est sa 6e campagne présidentielle. Ça fait 50 ans qu'il mène cette vie syndicale d'abord, puis politique. C'est son 3e mandat. Et entre-temps, il a été emprisonné dans l'affaire de corruption qu'on a appelée la Lava Jato. Il a passé 580 jours en prison, ce qui lui a empêché d'être candidat en 2018 contre Jair Bolsonaro. Il a finalement été libéré, blanchi de toutes les accusations qui pesaient contre lui, ce qui lui a permis de se représenter pour battre son adversaire Jair Bolsonaro en octobre dernier et aujourd'hui prendre la tête du Brésil. Alors il n'y avait plus d'obstacles judiciaires face à lui, mais quand même on peut penser, enfin dans un pays comme la France, quelqu'un qui a été condamné pour corruption et à des peines aussi lourdes, comment est-ce qu'on peut revenir en politique auprès de l'opinion de cette manière? C'est de l'anti-Bolsonaro d'abord? Alors il faut bien savoir que cette condamnation pour corruption a été jugée complètement partiale par le tribunal supérieur fédéral du Brésil. C'est une condamnation qui a été menée par le juge Moro, qui après est devenu ministre du gouvernement Bolsonaro et qui a été jugé incompétent et partial. Donc il y avait une dimension politique déjà dans l'accusation de corruption contre Lula qui visait à l'empêcher de se présenter contre Bolsonaro en 2018. Et donc ça, ce sont des éléments qui ont été mis en avant, bien sûr, par le camp Lula pour justifier sa libération et sa capacité à revenir au pouvoir. Après, ce qui s'est passé ces derniers mois au Brésil, c'est une polarisation extrême de la société brésilienne entre un camp plus proche de Bolsonaro qui défendait un projet plus autoritaire et centré sur l'exécutif et un camp autour de Lula qui s'est posé comme défenseur de la démocratie, et c'est ce qu'on a bien vu dans son discours lors de l'investiture. L'idée qu'il a défendue, c'est que ce n'est pas lui qui a gagné Lula da Silva, mais que c'est la démocratie brésilienne qui a regagné ses droits avec son élection. Lula, donc, qui a dirigé le Brésil pendant 8 ans, son héritière Dilma Rousseff pendant 4 ans, et pourtant il reconnaît qu'il reprend en main un pays qui est à reconstruire après seulement 4 ans de mandat de Jair Bolsonaro. Vous l'avez évoqué brièvement, quel est l'état de la société brésilienne aujourd'hui? Elle est clivée, irréconciliable? Elle n'est pas irréconciliable, mais il y a une urgence. Il y a une urgence sociale. On sait qu'il y a plus de 33 millions de Brésiliens qui sont dans une situation de grave insécurité alimentaire, et ce qui fait que le président Lula a fait du combat contre la faim vraiment la principale priorité de son gouvernement. Il y a une urgence sociale, il y a une urgence environnementale aussi, et ça a été très présent dans le discours de l'investiture. Il a dit déforestation zéro, et effectivement la question de l'Amazonie a été au centre de ces élections. Et il y a une urgence politique, effectivement, puisqu'il y a des actes de violence politique qui se sont multipliés ces derniers mois, et on a une société qui est très divisée. Et donc Lula veut agir pour réunir ces Brésiliens, pour les réconcilier avec eux-mêmes et les réconcilier avec les institutions démocratiques du pays qui ont été profondément mises à mal pendant le gouvernement Bolsonaro, mais peut-être de manière plus générale pendant toute la séquence de crise qui s'est ouverte en 2016 au moment de la destitution de l'ancienne présidente Dilma Rousseff. Mais d'où est-ce que vient ce clivage, ces deux façons de voir la société brésilienne? C'est lié déjà à un contexte difficile, mais aussi au fait que le Brésil est un pays extrêmement inégalitaire. C'est un des pays les plus inégalitaires au monde et c'est un pays immense, traversé par des courants d'opinion très différents. Et Bolsonaro, lors de sa présidence, a vraiment joué sur les divisions de la société brésilienne. L'idée était d'attiser les mécontentements, d'attiser ces divisions en tapant aussi sur un certain nombre de minorités, les populations indigènes, mais aussi des parties importantes de la société brésilienne. On se rappelle ses propos contre les femmes, contre les afro-descendants. Et donc, il a joué toujours sur ces facteurs de division
au sein de la société brésilienne. Et l'enjeu pour Lula, ça va être de réunir les Brésiliens. C'est un enjeu qui correspond à un idéal, qui est le sien, qui est un projet progressiste aussi, mais c'est un enjeu qui correspond aussi à une réalité politique, puisque la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir de quelle marge de manœuvre Lula va disposer pour gouverner le Brésil. Et quelle est-elle, justement ? Eh bien, on le voit, le gouvernement qu'a choisi Lula, c'est un gouvernement élargi et c'est un gouvernement de grande coalition, puisque le Parti des travailleurs, le parti de Lula, est loin d'être majoritaire au Congrès. Oui. Il n'a que 68 députés élus à la Chambre des députés sur 513, donc on voit que c'est vraiment très très loin de faire majorité. Et donc, le but de Lula, c'était de construire un gouvernement de coalition pour obtenir une majorité au Congrès qui lui permette de gouverner. Et dans ce gouvernement, les partis des travailleurs n'a que 9 ou 10 ministres, je crois, sur 37. Donc on voit que c'est assez peu. D'accord. Il y a 9 partis qui sont représentés. Et Lula a vraiment fait un effort pour inclure des membres des partis du centre, voire du centre droit, des gens qui auparavant ont même appuyé Bolsonaro, pour les ramener vers lui, vers un projet plus de gauche, centre-gauche, on va dire, qui, au nom de la défense de la démocratie, pourrait accueillir un groupe de partis assez diversifiés, et ce qui lui donnerait une majorité un peu plus stable pour gouverner. Est-ce que ça veut dire qu'il n'aurait pas complètement les mains libres pour ses projets sociaux, environnementaux ? Ah, bien sûr, il va devoir composer avec un congrès extrêmement émietté, avec ce grand centre, comme on l'appelle au Brésil, qui sont des partis attrape-tout et difficiles aussi à maîtriser. Il va devoir composer aussi avec un contexte économique assez morose, puisque les prévisions de croissance sont annoncées à moins de 1% pour 2023. Elles viennent d'être revues à la baisse pour le Brésil. Et donc, la situation n'est pas aussi flamboyante que celle qu'elle a pu être à la fin des années 2000, quand Lula a quitté, à la fin du deuxième mandat de Lula. Il y a une différence entre le Lula d'avant et celui d'aujourd'hui, lui qui a vaincu les affaires, le cancer, la société a changé. C'est un Lula qui a plus vécu, en quelque sorte. Je crois que le Brésil est différent. Sa personnalité, sans doute, s'est modifiée, renforcée à l'issue de toutes ces épreuves. Mais le monde aussi dans lequel son action va s'inscrire est un monde différent. Aujourd'hui, on est dans un contexte de crise multiple à l'international. Et cette dimension internationale qui est très importante pour le gouvernement Lula qui s'installe aujourd'hui va devoir être repensée dans un contexte qui n'est plus du tout celui des années 2000. Un mot rapidement sur ce Brésil qui connaît une double actualité. Il y a aussi les obsèques de Pelé. Il y a un sentiment justement de changement d'époque en ce moment au Brésil. Ah oui, je crois qu'il y a un sentiment de changement qui est très important. Il y a deux images, en fait, qui sont contrastées. Il y a ce départ de Bolsonaro avec l'image de l'avion qui décollait pour la Floride. 48 heures avant la prestation de serment. 48 heures avant la prestation de serment, ce qui fait qu'il n'a pas été présent pour remettre l'écharpe présidentielle à Lula, oui, qui n'était pas arrivé depuis la fin de la dictature militaire au Brésil. Il y a cette image-là. Il y a l'image de Lula qui revient, celle de Pelé, qui, malgré toutes ses ambiguïtés au niveau politique, est un héros, à la fois un héros national, mais aussi un héros noir et un héros mondial, que le Brésil s'apprête à enterrer. Et donc, oui, il y a le sentiment peut-être pas d'un changement d'époque, mais du fait que le Brésil doit renaître. Et c'est-à-dire c'est une thématique, celle de la reconstruction, celle de la renaissance du Brésil, qui est très présente dans le discours politique actuellement. Merci beaucoup Anaïs Fléché de nous avoir éclairé sur le Brésil ce matin. Merci d'avoir été notre invité et merci à vous d'avoir choisi France 24. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Paris Direct. À tout de suite.